Ouais, c'est bon. Monsieur Franck Baptiste. Présent. Monsieur Lucien Galvani. Présent. Madame Evelyne Vacher. Présente. Monsieur Yves Kikerez. Présent. Madame Olivia Ramoutar-Badal. Présente. Monsieur Marcel Pandassami. Présent. Moi-même présente. Monsieur Georges Nardin. Madame Eddy Mixture. Présente. Monsieur Jacques Cancel. Présent. Madame Marie-Agnès Mann, épouse Régélon. Monsieur Hugues Chateaubriand. Présent. Madame Dalila Marie-Joseph. Présente. Monsieur Fabrice Duro. Présent. Madame Nicole Bazzoli. Présente. Monsieur Daniel Boucaud, représenté par Monsieur Franck Baptiste. Oui. Madame Marie-Louise André-Lubin. Présente. Madame Maud Geoffroy. Madame Liliane Malaki. Présente. Monsieur Christian Baptiste. Présent. Madame Lydia Couriol. Présente. Monsieur Georges Coupé-de-Martin. Monsieur Éric Lachoumanin. Présent. Monsieur Patrick Solvé. Présent. Madame Valérie Hugues. Présente. Madame Marianne Grandisson. Présente. Madame Sylvia Laptès. Présente. Monsieur Bruno Désiré. Monsieur Miguel Troupé. Présent. Monsieur Alain Curassier. Présent. Madame Nicole Sinivassa. Présente. Monsieur Patrick Gallas. Présent. Madame Jeannette Couriol, représentée par Monsieur Gallas. Madame Katie Couriol-Longuion. Présente. Monsieur Sébastien Gauthier. Présent. Monsieur le maire, le quorum est atteint. Voilà, merci, chers collègues. Monsieur le maire, oui. Avant de commencer vraiment la séance, j'aurais quelques mots à vous dire. Alors, d'abord, je vais présenter l'ordre du jour. Alors, enfin, vous avez reçu l'ordre du jour, création et composition de la commission d'appel d'offres. En 2, désignation des membres de la commission communale pour l'accessibilité. En 3, subvention aux associations. En 4, avenant à la garantie d'emprunt de la ville accordée à la SIG. En 5, extension du périmètre d'intervention du Conservatoire du littoral. En 6, collecte, transport et épandage des algues sur Sargasses pour l'année 2022 sur demande de subvention. Et enfin, questions diverses. Alors, je vais d'abord je vais lire mon discours, après je te laisse la parole. Mesdames, Messieurs, chers internautes, chère population qui nous regarde, bonjour. Je salue tous les administrés de Sainte-Anne et de la Guadeloupe qui nous suivent sur le net et qui nous regardent via la télévision. Je tiens à adresser tout mon soutien aux habitants des communes sinistrées de la Guadeloupe et plus particulièrement à celle de la Basse-Terre suite au passage de la tempête Fiona. Je souhaite du courage à toutes ces familles qui aujourd'hui ont tout perdu et qui se retrouvent sans abri. J'ai aussi une pensée particulière pour les maires de ces communes qui, face à ce sinistre, se retroussent les manches et mettent tout en œuvre pour subvenir aux besoins de leurs administrés. Chers collègues, le samedi 10 septembre 2022, vous m'avez élu maire de la ville de Sainte-Anne à la majorité, soit 19 voix en mon nom et 14 suffrages pour ma collègue Lydia Farou-Pouillol. Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'avez témoignée et vous remercie et assure mon engagement sans faille à travailler avec vous pour les administrés de la ville de Sainte-Anne. Je rappelle toutefois que la population de Sainte-Anne fait confiance à une majorité de 28 élus pour conduire les affaires publiques de la commune. J'appelle donc au rassemblement de tous les élus de la ville de Sainte-Anne pour continuer le travail entrepris par nous-mêmes. De nombreux chantiers sont en cours et doivent être poursuivis.
Christian Baptiste a fait un travail conséquent à la tête de la municipalité. C'est d'ailleurs pour cette raison que la majorité d'entre nous a bataillé dur sur le terrain pour lui permettre de siéger à l'Assemblée nationale pour les intérêts de la deuxième circonscription. Il est donc important que chaque élu prenne ses responsabilités pour poursuivre l'engagement qu'ils ont pris face aux Saint-Anais et Saint-Anaises. Je tiens ce soir à réaffirmer, comme je l'ai toujours dit, ma volonté de travailler avec tous les élus du conseil municipal. Les 40 années de ma vie à œuvrer dans la politique me permettent d'être un homme d'expérience, d'ouverture, de consensus, avec le seul but de permettre à la population saint-anaise d'être satisfaite des politiques publiques que nous allons mener. Chers collègues, j'ai reçu un courrier de 9 élus de la majorité qui souhaitent une rencontre. Cette rencontre aura bientôt lieu et j'espère que cela permettra d'engager une méthodologie de travail pour le bien des habitants de Sainte-Anne. En tout état de cause, sachez que, chers collègues Saint-Anais et Saint-Anaises, que je m'engage aujourd'hui à conduire les affaires de la ville de Sainte-Anne en toute transparence et n'ayant comme seul adage le mieux vivre des habitants de Sainte-Anne. Passons à l'action. Sainte-Anne toujours avec vous. Cet engagement en 2020, ce sera mon engagement jusqu'en 2026. Mesdames, Messieurs, chers collègues, merci de votre écoute. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue. Monsieur, excusez-moi, j'aimerais faire une intervention. Oui. Chers collègues, bonjour. Les internautes, bonjour à vous tous. Avant tout, je voudrais effectivement adresser une pensée à toutes ces personnes, tous ces habitants qui ont été touchés par la tempête Fiona. Monsieur le maire, l'élection municipale qui s'est déroulée samedi 10 septembre 2022 a été le théâtre de satisfaction d'ego personnel et d'intérêt particulier au détriment des Saint-Anais et des Saint-Anaises. Vous avez sciemment mis à l'écart une partie de la majorité des 28 élus de la liste Sainte-Anne, toujours avec vous. Vous avez fracturé cette belle majorité en travail, en vous appuyant sur l'opposition dans des calculs purement politiciens. Ces pratiques politiciennes anciennes ne font que renforcer la défiance de la population pour ces élus qui ne les représentent pas dignement avec éthique et sens de l'intérêt collectif. Et c'est la raison pour laquelle tant de citoyens et tant de citoyennes s'en détournent. Les conditions d'élection du maire de Sainte-Anne sont devenues synonymes de cadavre et portent grandement atteinte à l'image de notre chère commune. Nous condamnons donc ces pratiques qui ne s'inscrivent pas dans nos valeurs. Néanmoins, après notre mise à l'écart lors du dernier conseil municipal du samedi 10 septembre et votre candidature surprise, nous nous attendions à une première rencontre initiée par vos soins. Nous vous avons donc adressé un courrier en date du lundi 19 septembre, auquel vous nous avez répondu le jeudi 22 septembre, nous demandant de convenir d'une date de rencontre. Monsieur le maire, au-delà de l'immense surprise du coup d'État ainsi orchestré, nous ignorons jusqu'à ce jour vos motifs ainsi que votre positionnement politique. Vous vous inscrivez dans la continuité. Vous parlez de votre touche de management, mais quid de la gestion financière de la ville. N'oubliez pas, monsieur le maire, que la CRC a certifié la bonne gestion financière de notre commune par l'ancien maire Christian Baptiste, député actuellement. D'autre part, si vous voulez être dans la continuité et le recollement des morceaux, selon vos propos sur les médias, il nous semble important et opportun de nous témoigner plus de respect et de créer les conditions favorables. Retenez par ailleurs que seul l'intérêt pour notre commune, et particulièrement pour les Saint-Anais et les Saint-Anaises, anime notre engagement et nos convictions.
nous sommes toujours prêts à relever tous les défis qui s'imposent à nous de façon éthique, responsable et dans l'intérêt collectif. Et nous l'avons prouvé avec une gestion saine, validée par la Chambre régionale des comptes en son dernier rapport. J'en ai fini. Merci. Merci, collègue. Il y a le collègue André qui voulait prendre la parole. C'est aussi après conseil. Bonjour Monsieur le maire, bonjour chers collègues, bonjour à tous nos concitoyens et à ceux qui nous suivent sur les médias. Monsieur le maire, voilà maintenant plus de 8 ans que je suis au service de la population sainte-anaise, au sein de cette équipe municipale. 8 ans que j'appelle à un vote basé sur des valeurs de confiance, de travail, de renouveau politique, rompant ainsi avec des pratiques de l'ancien temps que nous avons connues ici et là. 8 ans qu'au sein de cette même équipe, je fais remonter les besoins de nos concitoyens sans relâche et sans défaillir. Aujourd'hui, et supportez que je vous le dise, même si je respecte le résultat du vote ayant eu lieu le samedi 10 septembre, je ne m'associe aucunement à cette méthode, à cette pratique et à cette stratégie, pour reprendre les mots que vous avez employés face aux médias. Aujourd'hui, monsieur le maire, mon image est associée à ce que je considère comme un acte déloyal envers notre équipe et envers ma personne. Comment pouvez-vous me nommer 6e adjointe sans jamais m'avoir concerté auparavant? Comment pouvez-vous donner l'impression que je faisais partie de cette mascarade qui contribue aujourd'hui à fragiliser notre équipe, notre belle équipe, cette âme toujours avec vous, et à faire le jeu de nos opposants? Pas un appel, pas un message de votre part en amont, ni même depuis votre élection. Je le dis publiquement ce jour. J'ai dû faire part de mon mal-être à vos proches d'aujourd'hui et je les en remercie. Afin que vous preniez le temps de m'appeler, de convenir de rendez-vous. Nous avons prévu de nous rencontrer hier après-midi. Ce rendez-vous que je n'ai pu honorer pour des raisons personnelles, mais qui, selon moi, arrive tard. Sachez que durant tout ce temps passé, depuis le 10 septembre, j'ai pris le temps de discuter avec ma base, avec notre population ici et là, sur notre territoire de Sainte-Anne. Il en ressort quelque chose que vous semblez nier et que de toute votre force, vous semblez vraiment ne pas prendre la portée de ça. Notre population ne comprend pas. Bien sûr, vous me direz, certains vous comprennent et vous soutiennent dans votre démarche. Cependant, la grande majorité n'y trouve plus les fondements de notre engagement, basé sur la confiance, le travail et le renouveau. Monsieur le maire, vous reconnaissez mes compétences, mon travail, mes actions menées en lien avec mes délégations, le sport et le centre-ville, et je vous en remercie. Je vous remercie aussi d'avoir pensé à moi pour la touche jeunesse au sein du bureau municipal, car j'en suis sûre que c'est ce dont il s'agit. Pour finir, je voudrais dire à la population qui nous regarde, sachez que je continuerai à travailler avec vous et pour vous, mais ceci toujours dans le respect des valeurs que je porte et que je partage depuis tantôt. Comprenez également qu'en tant que femme politique responsable, je saurai prendre les décisions qui s'imposeront à moi au moment opportun. Mon engagement est sans faille pour tous les Sainte-Anais et toutes les Sainte-Anaises qui ont eu confiance en nous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous informe que je n'assisterai pas plus longtemps à ce conseil municipal organisé et orchestré par un groupe d'élus au sein duquel ce fut jadis une équipe. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Bon conseil et bon travail. Alors, le collègue Cancel. Monsieur le maire, monsieur le collègue, bonsoir. Alors,
notre ville s'est trouvée quelque peu éblouie par le feu du projecteur, certainement tentant d'investiguer à propos de l'élection du maire le 18 septembre dernier. Il s'est agi pour certains d'informer, pour d'autres de fake news. D'autres encore ont profité pour tout bonnement dénigrer, pour mieux tenter de se projeter et exister ou subsister. Je respecte la position des uns et des autres. J'accepte tout. C'est vrai qu'il s'est passé un truc, quelque chose d'insolite, dirons-nous. Et je puis comprendre qu'il y ait ça et là manifestation de joie, de tristesse, de révolte, de haine, hélas. Je comprends que le ressentiment puisse alimenter les émotions, mais je suis sûr que la raison triomphera. J'en suis persuadé en tout cas. Je voudrais dire solennellement ici, moi qui ai habitué de cet hémicycle, et les honnêtes gens peuvent en témoigner, que je suis constant dans la rigueur de mes principes fondés sur l'engagement, le respect sans faille d'autrui et ma contribution permanente et constructive aux débats et réflexions. Je ne compte ni ennemi, ni adversaire dans l'arène politique, car le combat que je mène pour l'émancipation de mon peuple a besoin de l'ensemble des enfants de notre pays. Les opposants d'aujourd'hui, qui pour diverses raisons n'ont pas rejoint la lutte, devront tôt ou tard jouer le jeu. Nous n'avons pas le droit d'enfermer, d'écarcérer la politique dans cette vision mortifère d'opposition de personnes. Nous devons sortir de ces postures figées, stériles et contre-productives. Situons-nous dans un arrêt de confrontation productive d'idées, de conception, d'analyse, pour nous sortir de ce labyrinth. Sans fusion, ni reniement, j'insiste. À tout entendeur, je voudrais réaffirmer que mes idéaux et convictions que vous connaissez toutes et tous ici me restent, rassurez-vous, chevillés au corps. Je veux tout simplement porter ma toute petite contribution à la construction de bonnes choses pour ma ville de Sainte-Anne. Puisse l'amour pour Sainte-Anne, guidé par la raison, le bon sens et l'engagement pour les intérêts bien compris du peuple, nous permettre à toutes et à tous de mener ce combat salvateur. Rassurez-vous, personne ne perdra son âme dès lors qu'elle existe. Chiche. Merci. Merci, chers collègues. Mesdames, Messieurs, le premier, nous allons passer à l'heure du jour. Le premier point du jour, c'est la création et la composition de la commission d'appel d'offres. Chers collègues, pour une raison de sécurité juridique, je vous propose de modifier l'ordre du jour de notre réunion et d'en retirer le point 1, création et composition de la commission d'appel d'offres. En effet, le Code général des collectivités territoriales précise que les conseils municipaux doivent obligatoirement créer dès leur renouvellement, une commission d'appel d'offres. En ce qui nous concerne, il ne s'agit pas d'un renouvellement, mais du remplacement du maire démissionnaire. Par conséquent, nous allons conserver la commission d'appel d'offres telle qu'elle existe, en sachant que seul son président change et si c'est nécessaire, ce point sera remis à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Voilà ce que je vous propose. Oui, sauf M. Gallin, il peut donner des précisions supplémentaires. Non, c'est juste un complément d'information, puisque M. le maire a dit que nous allons conserver la commission d'appel d'offres telle qu'il existe aujourd'hui, mais à charge peut-être lors du prochain conseil qu'on revoit la composition de cette commission.
la commission d'appel d'offres était composée de la manière suivante. Lydia Couriol, titulaire, Eddy Mixure, suppléant, Marcel Tandassani, titulaire, Miguel Coupé, suppléant, Georges Coupé de Camartin, titulaire, Éric Lachumanet, suppléant, Nicole Mazzoli, titulaire, Maud Geoffroy, suppléant, Sébastien Gauthier, titulaire, et Jacques Cancel, suppléant. Voilà, monsieur le maire, je voulais donner la proposition de la commission. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Juste, Oui. Bonsoir à tous. Juste, je déplore que les autres conseillers soient partis de cette salle pour qu'ils puissent entendre leur nom nommé pour cette commission d'appel d'offres. C'est dire que nous sommes donc dans cette volonté de continuer de travailler ensemble et dans une équipe. Ce qui vient de se passer, ce n'est pas vraiment l'image d'une équipe. C'est ce que je voulais dire. Donc, chers collègues, en deux, désignation des membres de la commission communale pour l'accessibilité. Je crois que c'est le collègue Hugues Chateaubon pour représenter ce rapport. Bonsoir à tous. Je suis vraiment déçu pour ce qui est passé à l'instant. Je dis, la vie continue. Nous sommes là pour travailler pour la ville de Sainte-Anne. Et je vous dis, chers collègues qui sont ici présents, mettons nos pieds, 4 pieds pour pouvoir travailler pour la ville de Sainte-Anne. Merci beaucoup. Le deuxième point, il s'agit de la commission, la mise en place de la commission de sécurité et accessibilité de la ville de Sainte-Anne. Dans le même ordre d'idée que le CAO, la collectivité doit mettre en place la commission d'accessibilité et de la sécurité, car il y a des dossiers urgents à traiter, notamment pour les écoles du bourg, qui ont eu un avis défavorable lors de la dernière commission de sécurité. Il s'agit de l'école Marcel Boniface et Mixeur 1 et Mixeur 2. Les travaux qui devaient être faits ont été réalisés pendant la période des vacances. Sachant qu'on avait, lors de la commission de sécurité, on avait pris un engagement pour pouvoir réaliser ces travaux. Les travaux étant réalisés, la commission, rapidement, la commission doit se réunir. C'est une commission obligatoire pour les communes de 5000 habitants et plus. Le conseil municipal désigne ses représentants au sein de cette commission. Cette commission est composée du maire et ses représentants, d'une association de personnes à mobilité réduite, des représentants des acteurs économiques. Cette commission statue aussi en commission de sécurité pour contrôler le respect des normes de sécurité préconisant pour tous les établissements recevant du public. Elles statuent sur le dossier et seront aussi sur site pour contrôler si les normes sont respectées avant de mettre en service cet établissement en question. Les membres convoqués habituellement sont, quand elles statuent en commission communale de sécurité, sur le terrain. Ces membres en question, il s'agit des élus de la commission, la police municipale, le propriétaire du site, le SDIS et aussi un représentant de la sous-préfecture. Quand cette commission statue, quand elle statue en commission d'accessibilité, sont représentés les élus, le maire ou l'élu qui le représente,
l'ADEAL, l'architecte, le propriétaire et le représentant de l'association de personnes à mobilité réduite. Mes chers collègues, le maire vous invite donc à désigner les représentants du conseil municipal. Une proposition est la suivante. En un, le maire. En deux, son représentant, c'est-à-dire Hugues Jacobon. En trois, les suppléants, Yves Kikerez et Madame Olivia Vamoutan. Pour mémoire, en 2020, cette commission était composée d'un ancien maire, Christian Baptiste, de l'élu qui le représentait, Châteaubon Hugues, moi-même, et les deux suppléants, Franck Baptiste et Yves Kikerez. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Chers collègues, mise à discussion, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, mise au voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, l'ordre du jour adopté à la majorité. À l'unanimité. Merci. En troisième point, subvention aux associations. J'avais laissé le... Comment? Est-ce que je pouvais faire une intervention après? Après l'ordre du jour ou... Non, maintenant, parce que je ne pouvais prendre parmi aux discussions. Ah oui, d'accord, très bien. Donc je laisse madame, notre collègue Marianne Mas. Oui, allez-y. Vas-y. Non, je disais, en ma qualité de présidente d'association et membre d'autres associations, je ne prendrai part ni au débat, ni au vote sur ce point-là. Merci beaucoup. Ok, merci. Tu dois sortir. Oui. Voilà. Collègue Malaki Liliane, Oui. qui est chargé de présenter ce rapport. Bonsoir, monsieur le maire. Merci de me passer la parole. Bonsoir, chers collègues. Le 28 juillet 2022, j'ai assuré la présidence de la réunion des deux commissions. Commission vie associative, culture et sport. Commission enfance, éducation et solidarité. Comme à l'accoutumée, il s'agissait de donner un avis sur les dossiers de demande de subvention des associations dans le cadre de deux appels à projets. Un appel à projet action éducative dans le cadre des activités de la pause méridienne. Un appel à projet subvention aux associations. Le compte-rendu de la réunion annexée vous donne le détail des activités réalisées par les associations. Il est aussi à noter un effort financier de la collectivité, puis l'enveloppe dédiée sous 2022 est de 200 000 €. Cependant, la somme allouée aux associations est de 201 700. À cette somme doit être aussi ajoutée la prise en charge d'une étape du Tour junior de cyclisme pour 3 500 €. Ce qui fait un dépassement de budget de 4 500 €. Les membres des commissions proposent la répartition suivante. Association. Je commence. Compte à case. Subvention demandée 9 000 €. Accordé 7 500. Les bons amis 5 400. Accordé 4 500. Enseigne nature terre. Acquis. Demandé 20 000 €. Accordé 3 150.
Dynamique 3A, 11 500, 11 050 et... Je vais mettre mes lunettes. Voilà, 11 850 et accordé 11 850. On continue. Blue Rolex Guadeloupe, 10 000, accordé 5 700. Association Graines d'Amour, 8 800 demandés, accordé 5 700 euros. Appel à projet subvention aux associations. Pour permettre à l'association Résilience, qui œuvre dans le cadre de l'environnement, de poursuivre ses actions, les membres du groupe majoritaire proposent de lui octroyer la somme de 1 000 euros. Pour rester dans l'enveloppe qui est déjà dépassée, les subventions proposées pour le VCS et le VCD seront réduites chacune de 500 euros. La répartition proposée pour l'appel à projet subvention aux associations est la suivante. Association sportive et culturelle Juventus de Sainte-Anne, 20 000 euros demandés, accordé 18 000 euros. Compte à case, 14 800, accordé 5 000 euros. Intrépide Futsal Club de Sainte-Anne, demandé 1 000 euros, accordé 800 euros. Canotte Futsal Club, 500, demandé, accordé 500. Carte AIB, demandé 14 000 euros, accordé 1 500 euros. Songesa, demandé 5 550, accordé 1 500. Comité d'animation sportive et culturelle, demandé 34 000 euros, accordé 32 000 euros. Jeunes innovation sociale et culturelle, demandé 15 500, accordé 8 000 euros. Candidat, demandé 5 000 euros, accordé 3 000 euros. Association des bœufs tirant le volcan de Sainte-Anne, demandé 5 000 euros, accordé 2 500 euros. Vélo Club Sainte-Année, demande vélo, cette année, demandé 40 000 euros, accordé 30 500 euros. Ça va? Moto Racing Team 2V, demandé 4 000 euros, accordé 1 500 euros. Kit Surf Guadeloupe, demandé 14 500, accordé 5 500. Aventure nautique de Sainte-Anne, demandé 45 000 euros, accordé 45 000 euros. Athlétique Club de Sainte-Anne, AXA, demandé 20 000 euros, accordé 2 500 euros. Association sportive et culturelle d'Ouvilier, Vélo Club d'Ouvillien, demandé 6 000 euros, accordé 2 000 euros. Cadence et tradition, demandé 3 000 euros, accordé 2 500 euros. Résilience, demandé 3 100 euros, accordé 1 000 euros. Le maire vous demande de bien vouloir en libérer. Délibéré. M'excuse. Merci de m'avoir écouté. Merci collègue. On va encore donner des précisions. Nous avons le responsable qui est administratif. Mais avant tout, je sais qu'il y a des associations qui ont émis des demandes. Et certainement, ils sont arrivés en retard. Par conséquent, on pourra traiter ces dossiers-là après, lors d'une nouvelle commission. Je vais passer la parole tout de suite à Yann Serranton. Il est le directeur des quartiers. Bonjour à tous.
Donc en fait, c'est essentiellement pour pouvoir répondre éventuellement à des questions sur les arbitrages qui ont eu lieu. À savoir quelques précisions quand même, la subvention de la NASA, qui est de 45 000 €, intervient dans le cadre d'un projet sur la route du Rhum, pour accueillir un village qui représente un montant de 450 000 € de subvention totale, de montant total de budget de 450 000 € en peu près. Et le VCS, c'est dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens sur 3 ans qu'on va lancer une démarche pour renforcer l'accompagnement du club. Donc voilà, s'il y a d'autres questions que vous souhaiteriez poser sur... Oui, alors le débat est ouvert. S'il y a des questions, oui. Madame Sylvester, collègue Sylvester, Nicole, après, collègue Galas. Merci, monsieur le maire. Alors, je voudrais justement... Merci. Parle bien dans le micro. Oui, merci. Oui, quelques petites remarques à faire. Bon, j'ai bien compris pour la NASA et puis le VCS, mais je constate également qu'il y a une incohérence également. Alors, je vous dis... Alors, il y a un comité d'animation sportive et culturelle. Oui, également. J'aimerais bien qu'on m'explique. 34 000 demandés, 32 000 accordés. Le CASC, c'est l'association qui supporte l'organisation du festival de Goka. Alors, juste une précision sur ce que je viens de dire. Concernant la NASA, les 45 000 €, c'est pas seulement pour l'organisation du village, c'est qu'on a un petit peu dû renforcer l'accompagnement de la collectivité par rapport à la convention qu'on a déjà avec la NASA. Mais on l'a renforcé justement parce qu'il y avait ce village route du Rhum exceptionnellement cette année. Juste pour préciser ce que je veux dire. Mais pour le CASC, les 32 000 € interviennent justement, puisqu'en réalité, vous avez la prise en charge cette année, un certain nombre de dépenses sur l'organisation du festival de Goka, dont la scène. D'accord. Et quels sont les critères que vous avez pris en compte pour accorder la subvention, à part les 3 que vous venez de citer? J'aimerais bien comprendre comment sont évaluées les aides par rapport aux demandes. Qu'est-ce que vous prenez en compte? Est-ce que c'est la pertinence du projet des associations? Est-ce que c'est le budget? Comment c'est calculé? Déjà, tout en sachant, excusez-moi, tout en sachant qu'effectivement, c'est important de pouvoir accompagner les associations dans la mesure du possible parce que c'est la vie même de la cité, il faut pouvoir les encourager. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des critères, ça peut paraître arbitraire comme ça, mais les associations ont un dossier de demande de subvention et ils doivent fournir des pièces, donc notamment une fiche action avec un budget prévisionnel. Et à partir de ça, on a un certain nombre d'éléments qui permettent d'arbitrer. Et en plus de ça, sur les réalisations antérieures, les associations doivent présenter un bilan des activités 6 mois après le terme de l'exercice du comptable qui fait, et sur lequel on voit en fait les dépenses qui ont été réellement réalisées par l'association. Donc en fait, c'est pas complètement arbitraire. Et par exemple, quand on a une activité qui est proposée par une association pour une activité, et bien, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer d'estimer les coûts qui sont réellement appliqués pour cette activité, puisque la collectivité ne finance pas le fonctionnement d'associations sur le territoire, dans la mesure où nous avons très peu, ou en tout cas pas d'associations répertoriées par la ville, qui soient culturelles et sportives, qui ont des charges de fonctionnement conséquentes. Donc au final, type salariat, CDI, etc., charges de fonds de location, alors que la ville, en ce qui nous concerne, on finance essentiellement les actions. Donc ça veut dire que par exemple, une association va venir nous demander un projet pour candidat pour le mémorial Geoffroy. Donc ils vont nous demander, ils vont présenter un dossier, les pièces représentant également les coûts relatifs à l'organisation et par rapport au budget général de la collectivité, par rapport aux orientations de la ville, par rapport aux critères, on va dire, qui sont établis dans le projet qui déterminent les coûts réels du projet. Et bien la collectivité va faire, les services vont faire une proposition et les élus en commission vont arbitrer sur le montant. Pas si j'étais clair. Oui, le collègue Alas. Oui, merci monsieur le maire. Je voudrais juste avant, déjà. Je disais merci monsieur le maire. Je voudrais juste avant vous faire part un peu de ma tristesse, parce que j'ai assisté à un spectacle honteux, je dirais. Je crois que la population de cette année attend depuis fort longtemps, attend des actions. Malheureusement, la population est dans la désespérance. Et aujourd'hui, plutôt que de se mettre au travail pour porter des réponses aux préoccupations de la population, je constate qu'ils mènent la politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide, par définition, ce n'est jamais une bonne politique. Donc je voulais juste dire ça pour commencer. Maintenant, concernant effectivement le dossier de subvention, j'ai une petite préoccupation, je voulais juste comprendre. Je constate que entre la demande et ce que vous avez octroyé,
c'est à peu près 66% que vous avez octroyé. Je ne comprends pas pourquoi l'association AXA, qui mène une politique, me semble-t-il, sérieuse, n'a eu que 12,6%. Alors, en toute transparence, l'AXA nous doit des justificatifs. Ok, pas de problème. Merci. Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Alors j'ai deux questions. La première, les subventions attribuées à la pause méridienne sont-ils différenciées des subventions attribuées aux associations ordinairement? Et la deuxième, la liste des associations à qui on a attribué des subventions. Je voudrais savoir est-ce que toutes ces associations sont basées sur le territoire de la ville de Saint-Denis. Merci. Alors la règle pour l'attribution des subventions, c'est l'intérêt public local. Donc la domiciliation n'est pas un facteur déterminant pour l'attribution des subventions, mais l'intérêt public local, c'est à savoir que ça doit servir les intérêts des habitants. Et l'appel à projet pour les associations dans le cadre de ce qui concerne la pause méridienne, c'est un peu différent parce que le cadre est spécifique. Les associations proposent des initiatives et on doit pouvoir évaluer le projet sur des critères qui permettent de déterminer la sécurité des activités proposées aux enfants. Donc le diplôme des animateurs qui vont proposer, le type d'activité, les garanties. Donc c'est un appel à projet distinct, spécialement pour justement, si vous voulez, sécuriser l'accueil de nos enfants. Et en plus, il va rentrer, certainement, comme il a déjà été le cas, dans le cadre du projet éducatif de territoire, le PNDT de la ville, donc il viendra dans la stratégie globale d'animation de la collectivité à destination des publics élèves. Quoi. Voilà. Voilà, collègue. Le collègue Sébastien Gauthier. Voilà, donc moi aussi je suis totalement consterné par ce que j'ai vu tout à l'heure. Vraiment, c'est désolant de voir que les élus qui sont représentés ne sont pas présents. Mais c'est comme ça, c'est ainsi, c'est la démocratie. J'ai envie de dire une chose, c'est que monsieur le maire, serait bien qu'on puisse aussi innover dans l'approche par rapport aux subventions. Il aurait été bien qu'on puisse aussi avoir des thématiques qui soient spécifiques chaque année, une thématique qui puisse aller par exemple autour de la culture, une thématique qui puisse aller autour de la solidarité, autour de l'environnement. Parce que si je comprends bien, effectivement, les associations font leurs demandes et puis on les attribue en fonction de leur projet. Mais il aurait été bien aussi que la ville ait des objectifs et voir qu'il y ait une partie de la subvention qui puisse être associée à ces objectifs de la ville et qu'en fonction de l'appel à projet de la ville, les associations répondent à cet objectif. Donc aujourd'hui, comme on a un nouveau maire, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une nouvelle dynamique, une nouvelle politique. Donc ça, c'est une chose que je pense qu'on pourrait proposer déjà pour le futur. Deuxièmement, c'est concernant l'alliance qu'il peut y avoir aussi avec la cadre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons un déficit en matière d'insertion. Et je crois qu'il est opportun de saisir cette opportunité et de travailler avec la cadre concernant l'insertion. Parce qu'il est temps aussi que ça cesse ces histoires de, je dirais, de couteau tiré. La population veut qu'on soit au travail. Donc je crois que ce qu'on appelle le PLI, le plan local d'insertion, doit être mis en place. Et je pense que ma collègue doit savoir où ça en est, ce dossier-là, et que la ville de Saint-Anne aussi puisse apporter son là, je dirais, ses actions, pour qu'on ait aussi des associations qui soient tournées vers l'insertion, et qui puissent aussi participer à développer l'insertion au sein de la ville de Saint-Anne. Donc voilà, monsieur le maire, ce que je voulais dire, c'est que je vous encourage aussi à travailler sérieusement avec la CAR pour développer notre territoire à Saint-Anne. Nous voilà. J'entends acte de vos réflexions. Je suis assez sensible de ça, comme je l'ai toujours dit. Nous devons travailler pour l'intérêt de nos populations. Donc, la méthode pour la commission culture et sport, nous allons effectivement réfléchir et mener ensemble des réflexions pour cette affaire. Voilà.
Et juste pour apporter une précision, pour qu'une association soit subventionnée, il faut que l'initiative vienne de la part de l'association. Donc le cadrage doit être relativement limité, sinon on passe du côté de ce qu'on appelle la commande publique, et là on peut être requalifié, c'est assez délicat juridiquement parlant. Sinon, il est vrai aussi qu'on peut encadrer dans un appel à projet comme on le fait déjà dans une note de cadrage. La deuxième chose, c'est concernant la démarche en matière d'insertion, ce n'est malheureusement pas la compétence de la ville, c'est la compétence de l'Interco, mais nous y sommes associés à travers l'élaboration du plan local d'insertion pour l'emploi, et en tout cas les services sont à la disposition du conseil municipal pour faire des propositions en ce sens. Merci. Madame Merci, monsieur le maire. Donc, je remercie mon collègue Sébastien Gauthier d'avoir fait allusion au plan local d'insertion et emploi. Effectivement, à la CAR, nous avons entamé un appel à projet. Nous avons soumissionné un cabinet d'études sur le plan local d'insertion. Donc, le projet est en cours et c'est vrai que la présentation a été faite aux différentes communes membres de la CAR. Mais je ne demande que ça, qu'on n'emboîte le pas, qu'on travaille ensemble pour l'intérêt des Saint-Adèle et de la communauté d'agglomération. Donc, merci d'avoir lancé cette demande. Le pavé dans la mare, donc voilà, je ne souhaite que cela. Merci. Ok. Bien, alors mesdames, messieurs, chers collègues, nous allons mettre aux voix, s'il n'y a pas de questions, aux voix à l'ordre du jour les demandes de subvention. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Cinquième point, extension, quatrième point, avenant à la garantie d'emprunt de la ville accordée à la CIG. C'est le DGS qui est chargé de ce rapport. C'est le DGS. Bonsoir à tous. En fait, il s'agit d'un dossier, c'est pas un dossier nouveau. La ville avait accordé à la SIG en 2019 sa garantie d'emprunt pour 2 emprunts. Il se trouve que la SIG a renégocié les conditions d'emprunt. Et cette renégociation nécessite donc que la ville redélibère pour valider les nouvelles conditions, sachant que ces nouvelles conditions ne sont plus avantageuses pour la ville puisque la renégociation porte sur le montant et la durée restante de l'emprunt, donc ça ne change pas. Ce qui change, ce sont les taux qui sont à des taux plus avantageux. Donc, simplement, pour pouvoir permettre à la SIG de pouvoir compléter son dossier auprès de l'organisme bancaire, cette délibération s'impose juste donc, pour modifier donc, les conditions de taux de l'emprunt. Voilà. Alors, mise à discussion, Jacques Cancel, collègue. Oui, merci monsieur le maire. Oui. Alors, j'ai eu l'occasion, par endroit, en tout cas ici même, de dire ma position sur cette affaire de garantie aux bailleurs. Alors, évidemment, monsieur le directeur l'a précisé aujourd'hui, il n'est pas question de revenir, c'est voté, c'est juste un chemin d'aménagement. Donc, je vais déborder légèrement sur le sujet, si vous le permettez. Pour poser vraiment cette problématique, je crois que c'est un dispositif qui s'appuie sur la mixité sociale. Ça va? Sur la mixité sociale. Et quand on observe la réalité sociale de notre pays, je ne pense pas que cette problématique soit véritablement visible. Alors c'est vrai que dans les villes en France, il y a par endroit des villes, c'est Neuilly, une ville très riche. Neuilly, c'est ça? Ouais. Alors c'est normal qu'il y ait non seulement de ghetto à mon riche et ghetto à mon pauvre. Alors, ce qui serait peut-être bien à Saint-Anne notamment, ce serait mettre ces logements sociaux dans les hauteurs de Fontaisan ou à Helleux, à Montmeny. Mais je trouve ça un peu, j'allais dire ridicule, mais en tout cas mal à propos. Ça n'a aucun sens, c'est un copier-coller, encore une fois, de la France à ici. Et donc je pense que là, c'est vraiment. Alors évidemment, ce n'est pas le lieu du débat, peut-être, me direz-vous, mais nous sommes une assemblée politique. Rien ne nous empêche à nous, mairie de Saint-Anne, d'initier cette réflexion, de transmettre aux députés, ou à l'Assemblée des maires, enfin, dans l'association des maires, et qui peut-être
pourrait introduire cette problématique. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que une garantie d'emprunt signifie bien, en cas de défaillance de l'emprunteur, le garant paye. Alors, évidemment, d'après ce que j'ai compris, c'est rare, c'est arrivé une fois, et qu'il y aurait même un dispositif mis en place pour se substituer à la mairie. Mais en tout cas, il faut bien prendre en compte que cela pèse quand même potentiellement sur le budget communal, parce que ce sont des sommes généralement très fortes et qu'il y a un engagement. Quand on signe une garantie, on s'engage à payer véritablement. Alors l'idée serait, pourquoi pas, de penser à une garantie, pourquoi pas, d'hypothèque par exemple, plutôt que de... Par exemple, bon, enfin en tout cas, c'est pas ici qu'on va le débat. Et troisième chose concernant cela, toujours en débordant un peu, j'ai des gros problèmes avec le comportement de ces bailleurs. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a quand même un cahier des charges. Alors, je vois à Poirier, il y a pratiquement 850 logements, les nouveaux. Mais qu'est-ce qui est fait en termes d'aménagement, en termes d'infrastructure, pour le sport, pour la culture, en tout cas pour la socialisation de ces 850 familles? Qu'est-ce qui est fait, quelqu'un me disait, je crois que c'est toi, en termes de règlement des eaux usées, alors qu'il y a un gros problème de ce secteur-là. Alors, je sais que le maire bénéficie en contrepartie de pourcentage de logement, 15-20%, je ne sais pas, qu'il peut distribuer. Bon, c'est en continuité, c'est vrai. Mais par rapport aux problèmes réels, je pense qu'il faut que nous puissions nous pencher, réfléchir en pourquoi nous travailler pour réfléchir et faire des propositions. Ce n'est pas normal qu'on installe 250 logements, 150 par là. Il n'y a aucune infrastructure. C'est-à-dire qu'on crée toutes les conditions du développement de ghetto, en fait, de ghettoisation. Et puis, ce sont 250 personnes qui arrivent dans un secteur qu'on appelle Poirier, qui est un quartier paisible. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas venir, c'est pas ce que je dis. Mais il y a forcément, il n'y aura pas un affrontement, mais il y a c'est une vie, en fait. Donc, s'il n'y a pas des conditions de cohésion sociale, des lieux, des espaces de vie très bien, et qui permettent précisément à ces populations primo-arrivant là et à ceux qui y habitent de cohabiter, en fait. Et je pense que, bon, maintenant c'est trop tard, mais je souhaite, j'appelle de mes voeux, monsieur le maire, que nous puissions nous prendre l'habitude, comme disait Sébastien Gauthier, prendre l'habitude de changer, d'évoluer, de réfléchir ensemble. C'est pas facile, mais on a le butin, il faut réfléchir et conduire des réflexions et des interrogations. Voilà ce que, merci, on toujours pas merci, collègue Cassel, collègue Abdi. Essaie d'être plus court la prochaine fois. J'essaie. Collègue Cancel, tu as tout à fait raison. Et ce n'est pas Marie-Agnès Mann qui dira le contraire. Bon, une chose, c'est que nous sommes devant un aspect juridique que nous ne pouvons pas contester, c'est la loi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et c'est là, je pense que les collectivités, les communes vont être soulagées sur ce plan-là, c'est que c'est une compétence qui désormais revient aux EPCI. Donc, en ce qui nous concerne, à la CARL. Et je vais laisser la parole au directeur pour qu'il puisse nous donner quelques éléments, mais ce qui ne veut pas dire du tout que cela ne va pas, que nous n'allons pas entamer la discussion, la réflexion sur ce problème-là. Mais le directeur va vous donner quelques éléments de réponse. Monsieur Gabin, je n'ai pas bien compris les raisons de la compétence. Vous avez dit qu'il revient à l'EPCI. Vous pouvez expliquer. Le directeur va le donner. D'accord. Alors, je vais commencer par cette réponse-là. En fait, la compétence, les intercommunalités ont trois catégories de compétences. Compétences obligatoires,
compétences facultatives et compétences optionnelles. Et donc avec un certain nombre de compétences qui sont donc choisies à travers une liste. Et la CAO, dans ses statuts, a précisé en compétences optionnelles la garantie d'emprunt pour le logement social. Donc ce n'est que statutaire. Donc dès lors que la compétence s'inscrit au statut de l'intercommunalité, la commune est dessaisie de la compétence et donc la compétence est exercée au niveau de l'intercommunalité. C'est la règle de droit. Donc voilà pourquoi. Juste par rapport aux éléments apportés par l'élu, M. Cancel, et puis vous dire qu'en gros, la problématique de la garantie d'emprunt et du logement social pour les communes, il y a une problématique qui est, comme l'a dit M. Galvani, qui relève du problème législatif, puisque le législateur a même décidé de sanctionner les collectivités qui ne remplissent pas un certain nombre de conditions en matière de logement social. Et d'ailleurs, la ville de Sainte-Anne, chaque année, paye une pénalité pour insuffisance, ne répondant pas aux objectifs du logement social. Donc, vous comprenez, c'est une vraie problématique. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que l'autre aspect de la question du logement social, c'est travailler sur la mixité sociale. C'est pour pouvoir éviter qu'il y ait des ghettos créés par les logements, le rassemblement en un lieu unique de logements sociaux. Il faut travailler sur la mixité sociale de façon à pouvoir faire cohabiter, entre autres, plusieurs catégories sociales, ce qui a pour avantage d'éviter les désagréments que créent les blocs dits blocs sociaux de logement social. Donc, vraiment, c'est des orientations, mais ce sont ces deux orientations qui ne peuvent être prises qu'à travers les documents d'urbanisme. Donc aujourd'hui, on sait aussi la place de ces documents d'urbanisme, et aussi donc ce sont des documents qui doivent être bien travaillés au sein des commissions, et pour lesquels les orientations qui sont des orientations purement politiques doivent être vraiment très clairement affichées de façon à mieux maîtriser le territoire. Voilà. Très bien. Collègue Gallas. Je voulais juste savoir quelle somme que paie la commune pour insuffisance effectivement de logement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, un peu plus de 150 000 euros. Quand même. Par année. Juste une question, monsieur le directeur. Alors, nous sommes en infraction vis-à-vis de la loi. Combien a manqué pour nous pas. Oui, oui. Alors, oui, puisqu'il en manque, on ira, je ne sais pas, on va nous vivre, on va louer un terrain, on va mettre des logements sociaux. C'est un peu ce que je condamne. C'est pour boucher le trou. Non, mais je crois que répondre à cette question, c'est un peu. En fait, c'est la manière même, il faut même voir. Peut-être que la ville, et c'est les critères qui sont posés dans la loi et la manière dont les logements sont recensés peut en fait poser quelques difficultés à pouvoir. Peut-être que la ville a suffisamment de logement social, peut-être même plus. Sauf que les critères retenus, les maisons recensées ne sont pas tous considérées. Voilà. Collègue Galvani. Oui, il y a un point qui fait débat concernant les logements sociaux. Qui pourra dire qu'une mamie, une personne qui a un logement à Nouville ou à Bois-de-Loma ou à Oéleux, qui a une petite maison et qui l'aménage, qui s'organise pour aménager cette maison-là, qui dit que ce n'est pas un logement social? Parce que socialement, c'est une personne qui a fait des efforts pour pouvoir reconstruire sa maison, aménager sa maison, même pas reconstruire. Et il y a des aides sociaux qui sont attribuées pour ces maisons-là. Mais ces maisons-là ne sont pas répertoriées dans les logements sociaux. C'est un problème. C'est un problème. Et la loi, comme l'a dit Jacques tout à l'heure,
la loi, ce sont des lois d'une manière générale qui sont faites à l'échelle nationale, qui ne prennent pas en compte la réalité, le vécu de nos territoires. Les territoires outre-mer ne sont pas du tout, n'ont pas le même vécu. Une ville comme Sainte-Anne de 25 000 habitants, prenons une ville de la métropole de 25 000 habitants. Il n'y a rien à voir, mais rien du tout. Or, on nous impose des obligations qui ne nous conviennent pas du tout. Voilà encore un des points à mettre au débat, des prochains débats à venir. Malheureusement, les députés partis ne peuvent pas entendre ça. Alors, chers collègues, effectivement, c'est un vaste débat. Je pense qu'il faut le porter au niveau d'abord l'association des maires de Guadeloupe. Effectivement, collègue QHC, c'est un débat que notre député doit porter. C'est un vrai sujet. Parce qu'on ne peut pas s'adapter à la métropole. Nous avons des particularités dans l'outre-mer. Par conséquent, et quand je vois l'espace social autour de ces bâtiments-là, c'est des petits ghettos. Quand vous allez, ce sont des beaux bâtiments tout neufs. Et quelques années après, on voit que tout autour, c'est des petits ghettos. Et c'est regrettable pour cela. Même si le maire a quelques options pour, je dirais, logements sociaux. Par conséquent, il faut nous menions un combat et un débat au niveau de ces institutions comme l'Association des maires de Guadeloupe. Voilà. Monsieur collègue Nardin. Oui, je tenais à apporter une précision sur le thème logements sociaux. Nous avons exactement 20% de logements sociaux. Les autres, ce sont des logements résidentiels. Et c'est vrai que le bailleur fait bien parce qu'effectivement, il y a une partie qui est accompagnée par la CAF et une partie qui n'est pas du tout accompagnée par la CAF. Ce sont des personnes qui travaillent, qui rentrent dans ces logements-là. Et c'est vrai qu'on ne peut pas mettre tous les logements, ce sont des logements sociaux, il y a aussi des logements résidentiels aussi. Voilà. Un collègue Nardin participe des fois dans ces commissions, il connaît un peu. Voilà. Bien, mais enfin, il faut encore réfléchir sur cela, collègue, parce que c'est vrai que c'est un vrai débat. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité des présents, nous avons adopté ce point. Le point suivant, c'est l'extension du périmètre d'intervention du Conservatoire du littoral. Le rapporteur, c'est M. Iziou, directeur au niveau du littoral. Bonsoir tout le monde. Donc, le cinquième point concerne une demande du Conservatoire du littoral pour pouvoir étendre son périmètre d'extension. À savoir qu'actuellement, le Conservatoire du littoral sur la ville de Sainte-Anne exerce la fonction de protection du site allant de Bois-Jolant jusqu'à la pointe du vent, c'est-à-dire en Salamanque. Il exerce des missions de reboisement, de confortement de la zone. Et dans ce cadre, ils veulent, en continuité avec des zones adjacentes à celle-là, pouvoir étendre leur périmètre et pouvoir protéger aussi ces zones. Ce sont des zones qui vont permettre d'avoir une continuité paysagère, une continuité de la faune et de la flore, parce que bon, la faune et la flore ne s'arrêtent pas à des limites de périmètre qu'on a fixées, elles sont plus grandes. Et au vu des retours d'expérience et de la nécessité de préserver de plus grandes zones, ils émettent le souhait que la ville puisse voter favorablement à ce projet d'extension. Donc je vais donner les différentes zones qui ont été ciblées par le Conservatoire du littoral et qui font partie de ce périmètre. Donc la toute première zone demandée est la zone au niveau de Castin, entre Castin et French, au niveau de la station d'épuration. Il faut savoir que c'est une zone classée naturelle. Toutes les demandes du Conservatoire sur l'extension de périmètre, ce sont des zones classées naturelles ou agricoles. Certaines de ces zones
appartiennent à la ville, d'autres appartiennent à l'État et certaines appartiennent à des particuliers. Il faut savoir qu'une fois que la ville aura délibéré, le Conservatoire du littoral entrera en contact avec chaque propriétaire, que ce soit la ville, l'État ou les particuliers, et leur adressera une demande pour pouvoir acquérir ces terrains. Donc que ce soit la commune, l'État ou le particulier, il aura la possibilité d'accepter ou pas de vendre le terrain. Donc la première zone, comme je vous disais, c'est la zone qui se situe au niveau de la station d'épuration, juste de l'autre côté de la nationale par rapport au site de Castin. La deuxième zone concerne la bande sableuse de l'Anse du Bélay, qui est un terrain qui appartient actuellement à l'État et qui pour le moment n'a pas de plan ni d'organisation de préservation. La zone suivante, c'est la bande sableuse de la plage de Gros Sable, qui elle aussi n'est pas encore inclus dans le périmètre de préservation du Conservatoire du littoral. Et il y a aussi la zone tout le long de la rivière de l'Anse à la Barque, qui est une zone lacus et qui ne fait pas encore l'objet de préservation, alors que cette zone représente on va dire, un enjeu très important en termes de protection de la faune et de la biodiversité, parce que sur la zone de Bois-Jolant jusqu'à l'Anse-à-la-Barque, pendant les périodes de migration, on a énormément d'oiseaux protégés qui viennent nicher sur le territoire. Donc vous pouvez les observer de la période allant de mars à septembre. En marchant, vous pourrez repérer, on a notamment des oiseaux très rares comme les canards du Canada qui viennent nicher eux au mois d'avril. Oiseaux très, très importants et Et on aurait dû du copier-coller. Oui. Je voudrais poser la question parce que je n'ai pas très bien compris. Que vont-ils faire sur le littoral, tout ce qu'ils veulent conserver? Est-ce que ça ne va pas entraver la libre circulation des utilisateurs de la plage ou autre chose? Parce que je n'ai pas très bien compris ce que veut faire sur le littoral. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une zone allant de Bois-Jolant jusqu'au Helleu qui est à préserver. Une zone où on a actuellement une faune et une flore qui est très développée et qu'il y a déjà eu un premier périmètre qui a été passé sous la surveillance du Conservatoire du littoral et qui a commencé l'opération dans fin des années 90. Et on a pu constater des mises en défense, du reboisement, de la protection de certains crabes qui, si vous allez le long du littoral, vous pouvez voir qu'ils ont pu se développer. Et dans ce cadre-là, fort de cette expérience qui est une réussite, puisqu'on peut comparer les photos satellites de la fin des années 90 aux photos satellites de 2022, et vous verrez que la zone s'est très bien reconstruite et qui est actuellement préservée. Donc chaque année, le Conservatoire du littoral, le concert avec la ville, mène des opérations de sensibilisation pour la préservation des sites, mène des opérations de travaux. Actuellement, on en a une qui va commencer sous quinzaine, toujours sur cette zone-là, où il y aura des plantations d'arbres endémiques pour pouvoir justement conforter ces sites qui sont quand même soumis à pas mal d'aléas climatiques
et aléas aussi d'incivilité de part des personnes qui n'ont pas conscience de la valeur de ces sites. De par son retour d'expérience, le conservatoire souhaite étendre son utilisation de ces moyens et avec la ville pour pouvoir faire la même chose sur des sites contigus aux sites déjà existants. Donc j'ai énuméré les zones et ils veulent amener le... Concernant le cheminement piéton, ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut pouvoir préserver ces zones-là, l'anthropisation, c'est-à-dire le fait que les personnes déambulent sur des zones protégées, porte atteinte à ces zones. Donc, c'est pour ça que les sentiers du littoral ont été créés et sont balisés. Donc, dans le même cadre, il y aura des sentiers balisés, créés, où les personnes pourront déambuler, mais tout en préservant les espaces autour qui ont vraiment la nécessité à être protégés. Ça va, madame, collègue? Collègue Sébastien Gauthier. Merci. Je voulais comprendre en fait le lien vraiment qui existe entre le conservatoire du littoral et la ville de Sainte-Anne. Parce que c'est vrai que nous avons aujourd'hui signé, la ville de Sainte-Anne a signé une convention de gestion au niveau du littoral. Donc théoriquement, les projets doivent être portés par la ville de Sainte-Anne ou les projets doivent être portés par le conservatoire du littoral. S'il y a une convention de gestion, ça veut dire que il me semble que c'est la ville qui doit porter les projets. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, j'ai envie de dire que, puisque il y a effectivement la case de la biodiversité qui est installée sur le site, et d'ailleurs ce matin, il y a eu une tortue qui a échoué sur le littoral, j'ai communiqué cela au maire. Mais nous avons un espace là du côté de la mangrove où il y a le petit pont là qui est totalement détruit, où il y a des randonneurs qui peuvent se passer par là. Il y a aussi, lorsqu'on fait des animations pédagogiques, on emmène les enfants au niveau de la mangrove, mais on peut aller beaucoup plus loin, puisqu'il y a tout l'espace qui est détruit par rapport au petit pont. Alors j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui fait le conservatoire du littoral par rapport à ça? Est-ce que c'est la ville de Sainte-Anne? Est-ce que c'est le conservatoire du littoral? Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a des problématiques. Je veux bien qu'on puisse étendre, mais si on ne pas les problématiques actuelles, je ne comprends pas trop le but et l'intérêt. Et je veux bien comprendre les compétences de chacun, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un enchevêtrement de compétences et on ne sait pas qui fait quoi. Merci. Alors, deux choses. Une, il y a le périmètre actuel qui appartient au conservatoire du littoral, sur lequel il y a une convention de gestion où la ville travaille avec le conservatoire du littoral pour pouvoir préserver ces sites. Le périmètre d'extension, c'est pour que le conservatoire du littoral puisse acquérir de nouveaux sites pour pouvoir les protéger. Après, il y aura une discussion entre le conservatoire du littoral et la ville pour pouvoir conventionner et gérer ces sites. Donc vous avez pris l'exemple du site de Bois-Jolant sur lequel la ville et le conservatoire du littoral, d'autres partenaires tels que l'ONF travaillent. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a eu des actions et des infrastructures qui ont été installées dans un premier temps. Il faut après tirer les constats. Est-ce que ces infrastructures étaient pertinentes? Est-ce qu'elles apportaient une plus-value? Est-ce qu'elles préservaient la faune et la flore en leur état? Tirer ces conclusions-là pour après partir sur d'autres projets. Actuellement, on mène un projet avec le Conservatoire du littoral et l'Office français de la biodiversité qui s'appelle le projet MOB Biodiv et pour une préservation des sites. Donc on préserve à peu près 5 sites sur la zone allant de Bois-Jolant jusqu'à Annonce-à-la-Barque et qui font l'objet de travaux de protection des sites existants et qui font aussi l'objet de confortement. Malheureusement, ce qu'on constate avec le retour d'expérience, c'est que les sites subissent énormément d'incivilité et de dégradation de par pas mal de personnes qui sont sur le site. On peut et on a fait des investissements sur des infrastructures. On a
malheureusement, tout le monde n'en prend pas soin et on doit les renouveler au fur et à mesure. Mais l'objet et la direction qu'on a prise, c'est que par rapport à ce retour d'expérience, faire des infrastructures, si la population ne prend pas conscience de leur utilité et leur bien fondé, on se retrouve avec encore des dégradations. C'est pour ça que là, on a un volet au niveau des écoles, au niveau des associations, pour que tout le monde puisse prendre conscience de ce bien fondé et de cette utilité-là, pour que les futures infrastructures soient respectées et préservées par tout un chacun. Collègue Jacques-Cancel. Merci, monsieur le maire. Je voudrais simplement vous dire que je voterai contre cela, car il n'est pas admissible qu'on puisse dépouiller une ville comme ça, sans avoir dépouillé les villes. Or, le conservatoire du littoral, je ne sais pas pourquoi, mais ne s'occupe pas des sargasses. Laisse les sargasses pour la ville, mais les espaces à aménager, la ville est en capacité aussi d'aménager et de gérer ces espaces-là en respectant précisément tout ce qui est respecté pour l'environnement. Moi, je suis fortement contre cela. Je ne suis pas du tout d'accord. Je crois qu'il faut arrêter de dépouiller les villes. Il faut au contraire aménager les villes et nous avons les possibilités et les capacités de le faire. Merci. Oui, merci. Alors, moi, je partage en partie, pas les inquiétudes, mais les interrogations de Sébastien Gauthier. Bon, je n'irai pas jusqu'à Galas, mais je comprends également qu'il puisse y avoir certaines interrogations. Je pense qu'il y a, moi je suis absolument pour la protection du littoral, de biodiversité, je suis à fond pour, là il n'y a pas d'ambiguïté. Mais j'aimerais que la population, par le biais de ses élus, les associations, participent pleinement à ces actions. Et vous l'avez dit, monsieur le directeur, en parlant de dégradation et d'actes d'incivilité, qu'il y a un travail d'éducation à faire. Et on entend cela, mais on ne voit pas ce travail. Au niveau des écoles, par exemple, ou surtout, il faut commencer par les enfants, travailler là, et dans ce volet éducatif, il me semble, il n'est pas tellement mis en exergue. Et il faut aussi tenir compte, tout en protégeant le littoral, tout en protégeant la biodiversité, d'un certain nombre de pratiques culturelles, us et coutumes en nous. Alors, je ne dis pas qu'il faille laisser à tout vent tout ce littoral, parce qu'effectivement, nos compatriotes, et pas que, commettent des dégradations, c'est vrai, mais cela passe par un travail permanent. Cela passe également par associer la population aux directives du conservatoire. On a l'impression que le conservatoire dit « donnez-moi la possibilité d'extension et dès que ce sera étendu, je vous dirai ce qu'il faut faire, vous n'avez rien à voir là-dedans, il n'y a rien à voir si vous voulez. » Et moi, mon vœu serait que nous soyons pleinement associés, pas seulement par un vote, puisque c'est légal, mais par un débat au niveau de la population, par un débat au niveau des associations, que nous soyons confrontés aux experts du conservatoire pour qu'ils nous expliquent et pour que nous puissions leur dire également nos attentes. Pas toucher ça, d'accord, mais depuis tantôt, c'est ce qu'on fait là, donc il faut aménager pour qu'on puisse faire ça et ça. Donc, voilà, en gros, moi, je suis absolument pour la protection, ça c'est clair. Mais j'aimerais que les pratiques changent et qu'il y ait une démocratisation des relations entre nous, qui représentons la population, donc la population et ces experts du Conservatoire du littoral. C'est très bien parce que vous apportez de l'eau au moulin, parce que la collectivité justement a pris conscience de ça et c'est pour ça que une équipe dédiée au littoral a été créée il y a quelques mois. Et nous travaillons justement, vous parlez des écoles, sur l'école à Roque en septembre, on a monté l'équipe en avril et entre avril et juin, pas moins de 5 écoles ont pu visiter les sites en partenariat avec le Conservatoire du littoral et l'ONF, où ils ont pu
faire des visites pédagogiques où on leur a expliqué l'intérêt de la protection, on leur a expliqué les différents types d'arbres et d'arbustes et de plantes rampantes qui protègent le littoral, qui sont sur le site, à pouvoir les identifier et savoir comment les préserver. Et on a même pu faire des plantations avec les jeunes. Donc ça va tout à fait dans ce sens, et comme je le disais, le but c'est de pouvoir, avec les associations, travailler de concert avec toutes les instances qui s'occupent du littoral. On met ça en place, on a déjà fait des réunions, et vous parliez aussi de l'aspect technique et explicatif du Conservatoire du littoral. On a fait déjà des réunions, dont une publique il y a une dizaine de jours, où on a pu apporter des éléments explicatifs pour pouvoir aller dans ce sens. Donc le travail est en train de se faire. Oui, juste pour savoir, est-ce que les associations de Sainte-Anne ont été associées au projet exactement? Parce que je sais qu'il a été présenté il n'y a pas très longtemps. Est-ce que les associations, par exemple Résilience ou d'autres associations de Sainte-Anne ont été associées vraiment au projet et ont pu participer par X moyens ou des projets qui permettraient de financer aussi leur action? Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la préservation de la zone fait partie d'un projet global, ce qu'on appelle le plan de gestion de la zone. Ce plan de gestion se décline en plusieurs fiches actions. Après, pour pouvoir mettre en place ces fiches actions, il faut pouvoir contacter les partenaires et après chercher des sources de financement pour pouvoir les mener à bien. On a pu bénéficier, lors de l'appel à projet Mob-Diodive, d'une opportunité pour la ville de pouvoir solliciter des fonds pour pouvoir mener des fiches actions. Il faut savoir que sur la zone, il y a 32 fiches actions. Et grâce à l'appel à projet Mob-Biodiversité, on va pouvoir réaliser 4 fiches actions sur les 32. Et ainsi de suite. Chaque fois qu'on va pouvoir dérouler des fiches actions, on va réunir les partenaires concernés par ces fiches actions pour pouvoir travailler de concert, chercher les financements et pouvoir mener à bien ces actions. Monsieur Pizieux l'a bien indiqué. Nous sommes impliqués il y a peut-être 2 semaines. Nous avons ici même une réunion avec l'ONF, avec les associations. Et là-dessus, nous sommes vraiment impliqués. D'ailleurs, nous aurons un prochain conseil municipal pour mettre en place cette commission. On va précisément permettre aux collègues de s'investir et participer. C'est ça notre rôle. Donc, je vous invite assez rapidement, quand nous serons au nouveau conseil municipal, pour qu'on puisse évidemment aller dans ce schéma-là. Parce que, avec le système de l'environnement, il faut aussi mettre la nature, le trait de côte, l'érosion. Nous avons des problèmes sur Rois-Joulon. Donc, de plus en plus, il faut que l'implication de nos populations effectivement soit dedans, avec les associations. Donc, je suis tout à fait dans ce schéma. Je vais laisser la parole d'abord à Mme Bachir. Bonsoir. En quelque sorte, Monsieur le maire et Monsieur Piziou ont parlé de ce que moi j'avais parlé. Effectivement, je suis tout à fait partante de manière à ce qu'on puisse protéger le littoral. Je donne un exemple concret. Sur la route de Rois-Joulon, sur le littoral de Rois-Joulon, les falaises commencent à être fissurées à cause de l'érosion. Il y a la biodiversité qui commence à perdre sa force. Les arbres ont été coupés par les habitants qui habitent pas loin. Si l'ONF et le Conservatoire du littoral ne prennent pas ça en main en partenariat avec la mairie, je crois que tôt ou tard, on aura les mêmes problèmes qu'en métropole et dans les villes où il y a énormément de tempêtes, où lorsqu'il pleut, la mer rentre sur les gens qui y habitent. Monsieur le maire l'a dit à nouveau, on a organisé une réunion avec les habitants. C'était une réunion publique où les associations étaient invité, le public était invité pour y participer. Et d'ailleurs, on doit encore remettre en place une réunion avec ceux qui habitent du côté de littoral de Dieu-le, de French, de manière à ce qu'on puisse travailler en synergie pour qu'ils sachent exactement pourquoi le travail va être fait
en leur intérêt personnel. Je profite de l'occasion pour dire que je ne peux pas rester la bouche fermée et d'entendre et de voir des responsables qui votent les lois, des personnes responsables qui ont été élues au niveau du conseil départemental, où les gens souffrent énormément, où la population, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir de l'eau qui coule dans leur robinet, c'est d'avoir des encombrants qui sortent devant leur maison, c'est de voir leurs enfants qui, lorsqu'ils sont assis dans une salle de classe, que la commune prenne toutes ses responsabilités. Je crois et savoir clairement que maire ne doit pas être désigné, mais que maire doit être élu par un vote démocratique. Et je crois fermement que c'est ce qui a été fait. Lorsqu'on est prête, on travaille pour une population qu'on aime. Lorsqu'on veut que sa population avance dans la vie, on n'agit pas comme des enfants. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Il est vrai que les perdants souffrent. Cependant, lorsqu'on doit lever la tête et regarder comme la population souffre, on doit dire pourquoi ne pas se mettre ensemble et de travailler. La moisson est grande. J'invite tous mes collègues avec qui j'ai travaillé depuis très longtemps et qui sont en train de mener une situation critique envers une population qui souffre, de revenir à la raison et de mettre l'amour au centre de tout. Et lorsqu'il y a l'amour au centre, l'unité règne et nous pourrions dire que nous aimons notre population. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à mon collègue Adrien. Monsieur le maire, vous auriez dû me donner la parole avant la collègue. Parce qu'il est difficile d'intervenir après Evelyne. Bon, ceci étant, je voulais simplement dire que je comprends parfaitement les interrogations de tous les collègues qui sont intervenus sur ce dossier-là. Et il semble bien qu'il y a eu des réunions, il y a eu des associations qui ont été conviées, des élus qui ont participé. Mais ce que je propose, c'est que lorsque nous avons un tel dossier qui est présenté au conseil municipal, que l'organisme en question vienne devant le conseil municipal pour nous expliquer les tenants et aboutissants du projet. Je ne mets pas en cause, en doute, le travail fait pour M. Pizio. Ce n'est pas cela. C'est que tout simplement, il y a des questions auxquelles M. Pizio ne pourra pas répondre, mais que le conservatoire du littoral aurait pu répondre ce soir. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, monsieur le maire, il faut que dorénavant, nous prenions en compte cet aspect du problème, que les institutions, les partenaires viennent pour expliquer à tout le monde la démarche qui est entreprise. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. De toute façon, nous avons travaillé dans cette cohésion-là et pour avancer. Alors, je précise quand même qu'il faut rester sur le sujet. Donc, par conséquent, je vais faire passer au vote. Qui est contre? Oui. Qui s'abstient? 2. Donc, à la majorité, adopté. Chers collègues, nous allons passer au 6e point qui est collecte, transport et épandage des algues sargasses pour l'année 2022. Demande de subvention. Madame Fromager, la directrice sociale technique. Bonsoir à tous. Donc, le dernier point concerne une demande de subvention qu'on a annoncé le maire par rapport à la collecte des sargasses. Donc, comme vous savez, chaque année, la commune engage des sommes considérables à la collecte. Et donc, comme chaque année, nous essayons de mobiliser l'ensemble des subventions, l'ensemble des fonds nécessaires pour diminuer la part communale à cette dépense. Donc, la première collectivité qui sera sollicitée sera la région, puisque comme chaque année, elle participe, elle accompagne les différentes collectivités dans la commune de Sainte-Anne à une subvention donc à hauteur de 40 000 €, à savoir 2 000 € par jour sur 20 jours maximum. Cette année, donc l'État
par rapport à son plan Sargasses 2, et donc le ministère de l'Outre-mer s'engage à financer donc les collectivités à la collecte, qui jusque-là n'était pas fait, puisque l'État aidait les collectivités en matière de sargasses uniquement sur l'investissement. Donc là, ils se sont engagés, grâce aux fonds qu'ils ont pu octroyer au plan Sargasses 2 à la collecte. Nous avons donc reçu un courrier du préfet au mois de juin invitant les collectivités à faire remonter leurs dépenses et à participer à hauteur de 50%. Et au mois d'août, le ministère des Outre-mer a augmenté la participation donc, de l'aide, donc passant donc, au 1er juillet à hauteur de 80%. Donc la délibération qui nous est proposée est de faire une demande de subvention pour les fonds, donc les dépenses déjà engagées payées et les dépenses à venir sur l'année, au titre de l'année 2022, soit à hauteur de 362 600 €. Donc avec une participation de l'État pour les dépenses engagées avant le 1er juillet à hauteur de 50%, les dépenses engagées après le 1er juillet à hauteur de 80% et une demande de subvention de la région à hauteur de 40 000 €, ce qui porterait la part de la commune à hauteur de 88 000 €. Merci Madame Fromager. Est-ce des questions? On parlait de Sargasses tout à l'heure. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité du présent. Merci, chers collègues. Alors, je dis question diverses. S'il y a des questions, Sébastien Gauthier, Alain Cuirassier. Sébastien Gauthier. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure concernant les subventions aux associations, qu'il y avait des cas qui n'avaient pas été pris en compte. Je suppose que l'intégrité de cette année fait partie de ce cas-là, donc ce sera fait la prochaine fois, c'est ça? Ok, très bien, merci. Tout à fait, il y a d'autres associations encore, effectivement. Je précise que les dépenses sont très pointues sur les pièces à fournir aussi. Pièces à fournir parce qu'on a constaté qu'il y a eu quelques problèmes et qu'on a pu rattraper, mais ça sera très ferme. Il faut fournir les pièces. Voilà. Collègue Cuirassier. Alors, monsieur le maire, chers collègues, j'ai cru comprendre ce soir que pour travailler pour la ville de Sainte-Anne, il faut faire partie d'une majorité. Quel spectacle désolant. Étant donné que la ville de Sainte-Anne a une nouvelle majorité, monsieur le maire, je vous invite à travailler pour Sainte-Anne. Il y a à Sainte-Anne, monsieur le maire, un tas de petites décharges publiques qui durent depuis 4-5 ans. Je peux vous en citer quelques adresses. Quand vous rentrez dans Sainte-Anne, vous arrivez dans Fontaisan, entre la propriété à glace et commun. Il y a des petites décharges publiques là. Quand vous passez par la route de Delers, au niveau de la maison Arco, là aussi il y a des petites décharges. Quant à votre section, monsieur le maire, à ma section là où j'habite, French, la cité French, c'est là où il y a plus de décharges publiques. Monsieur le maire, je voudrais sincèrement ce soir, sachant que l'attribution de l'enlèvement des déchets a été confiée à la CAR, je voudrais vous demander ce soir de faire le nécessaire pour enlever ces petites décharges. La CAR ne fera pas cet enlèvement-là parce que ce sont des choses, des déchets qui durent depuis 4 à 5 ans, qui sont là. Et ça ne gêne personne. La majorité qui est avant, ça ne gênait pas. J'ai envie aujourd'hui, monsieur le maire, que cela se passe autrement à Sainte-Anne. Nous avons devant la boulangerie qui se trouve à Gissac, devant Jiffy, là aussi une petite décharge publique, monsieur le maire. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à mettre des poubelles fixées, je ne sais pas comment, dans ce coin-là, parce qu'il y a un arrêt de bus
Et quand les gens sont sous l'arrêt de bus, ils mangent, ils boivent leurs trucs, leurs canettes sont balancées forcément par terre. Parce qu'il n'y a pas de décharge, il n'y a pas de poubelle pour permettre à ces gens de déposer leurs canettes. Je voudrais, monsieur le maire, sincèrement, qu'on fasse l'effort dessus. Et à partir du moment qu'on fera l'effort, qu'on verra que cette année est nettoyée, on va commencer à sensibiliser la population pour que cette pauvreté perdure. Et après, on ira vers la sanction pour les gens qui jettent à tout va leurs déchets en bordure de route. Au moins, nous n'avons pas encore d'investissement depuis 5 ans, mais nous aurons une ville belle et propre, monsieur le maire. C'est tout ce que je vous demande pour l'instant. Merci. Chers collègues, Madame Sylvain. Merci, monsieur le maire. Puisque mon collègue Alain Cuirassier a lancé le débat par rapport aux déchets, c'est vrai que j'ai constaté ces derniers temps une prolifération d'ordures sauvages sur la commune de Sainte-Anne. Telle est l'impression de sabotage, franchement. Alors, la CARL, effectivement, a les compétences, ramassage des déchets, mais pas de décharge sauvage. Tout ce qui est ramassage et traitement des déchets en poubelle, c'est la compétence de la CARL. Cependant, tout ce qui est insalubrité, proximité, c'est vrai que c'est la compétence communale. Cependant, monsieur le maire, je vous propose, en présence de mes collègues, au niveau de la CARL, de prendre avec vous de concert des dispositions pour pouvoir vous donner un coup de main pour qu'on puisse rétablir cette propreté sur la ville de Sainte-Anne. Tout en sachant qu'effectivement c'est une compétence communale, la CARL peut être également à vos côtés pour un coup de fouet rapidement pour pouvoir vous aider dans le ramassage de ces déchets sauvages qui, à mon avis, ne seraient pas mis de façon innocente. Voilà. Collègue Mann. Au micro, vas-y. Alors, j'aimerais apporter quelques éléments de réponse à mon collègue Cuirassier concernant la question des déchets et surtout les dépôts sauvages sur Sainte-Anne. Alors, dire que cela fait 5 ans ou 6 ans que cela existe, je m'inscris en faux dans la mesure où nous avons eu de cesse avec le service environnement de mettre en place des actions pour pouvoir limiter et faire en sorte qu'il y ait moins d'actes d'incivilité. J'en veux pour preuve tous les endroits identifiés, que ce soit à Gissac, que ce soit à Valette ou autre, nous avons pour inverser les comportements d'incivilité, nous avons cherché à ramener la vie, c'est-à-dire à ramasser, récupérer, ensuite planter. Et nous nous sommes rendus compte, à partir de là, au fur et à mesure qu'on faisait des interventions, soit les personnes ne déposaient plus au même endroit, mais ils allaient ailleurs. Alors, comme Mme Sylvassin dit que la CARL peut accompagner, j'en veux bien croire. Mais il y a peut-être des défaillances au niveau des organismes qui sont les prestataires qui sont en charge. Et je pense que la CARL, en toute intelligence, devrait y remédier rapidement, parce que là, il est question d'incivilité, de personnes qui sont de d'autres communes et qui déposent au fur et à mesure des déchets ici et là et des encombrants. Donc, il se trouve qu'au niveau de la ville, nous n'avons eu de cesse, et la directrice en charge du service technique pourra valider ce que je dis, faire des interventions qui ne sont pas sans conséquences financières pour la ville. Il se trouve que les dépôts, les gens n'ont pas recours à la déchetterie, malheureusement. Peut-être qu'il y a des actions à mener là pour que chaque administré puisse avoir recours en fonction du type de déchet à cette déchetterie. Il faudrait peut-être qu'on vende, que la CARL vende cette déchetterie en collaboration avec la ville pour que nous puissions
faire en sorte que cette Anne devienne de plus en plus propre. Cette semaine, le quartier de French a été ce quartier où nous avons, avec les services, dû travailler dessus. Mais voyons, si nous voulons que cette Anne soit propre, c'est une action collective entre les administrés, la ville, la CAR, et il y a un fort taux de sensibilisation et d'éducation et d'action à mener pour que nous puissions vivre mieux à Sainte-Anne. Et c'est regrettable, mais j'appelle solennellement à un comportement plus citoyen, que ce soit au niveau de Marly ou bien autre, en disant que Sainte-Anne elle est belle, mais ne faisons pas une poubelle, et faisons en sorte que si nous avons des difficultés, parce que moi je crois en la solidarité, nous avons des difficultés pour pouvoir ramener jusqu'à la déchetterie nos marmites, nos réfrigérateurs, que nous puissions demander de l'aide, mais que nous ne puissions pas salir comme ça Sainte-Anne, qui est une belle ville. Alors je ne peux pas laisser dire que rien ne se fait. Il y a énormément à faire, mais pédagogiquement et méthodiquement, il nous faut agir parce que sinon, la commune ne pourra pas financièrement assumer. Donc c'est ce que je voulais dire. Justement, oui, je ne voudrais pas entrer en confrontation avec Marie-Agnès. Marie-Agnès sait à quel point elle compte pour moi. Seulement, je le dis, seulement, j'insiste sur la chose. Je ne parle pas de déchets en benne. Je parle de tout ce qui est au sol. Si vous voulez me suivre, chers collègues, je vous emmène à French, en face de la maison mixte. Il y a des déchets sur au moins 10 mètres, à Montseul. À French, je ne vais pas plus loin. Quant à Fontaison, c'est tous les jours quand je passe à Fontaison, je dis que ce n'est pas possible, mon Dieu, qu'on n'enlève pas cette plaie à Fontaison. Donc, je fais bien attention à ce que je dis, je ne parle pas de déchets en bac, je ne parle pas de tout ce qu'on jette à côté des poubelles, je parle des déchets au sol. Ça fait plus de 4 mois que ça dure. J'insiste là-dessus. Collègue Marie-Joseph. Oui, merci, monsieur le maire. Je voudrais juste rajouter des choses. Je ne vais pas revenir sur ce que mes collègues ont dit. Je vais revenir sur la méthode. Marie-Agnès l'a très bien explicité, mais j'ai entendu le collègue Curassier dire « nettoyons d'abord et nous allons faire le reste ensuite ». Je dis non. La méthode, c'est le concert. Il y a la plupart de ces déchets, ces détritus arrivent de l'extérieur. Les ouvriers du bâtiment sont les spécialistes. D'accord? Quand ils déblaient, ils viennent jeter chez nous. Ça peut sortir très très loin. Alors, la sanction doit être mise. Ce n'est pas nettoyons d'abord et après nous verrons ensuite que ce soit les méthodes pédagogiques et autres. Nous pouvons faire tout ça de concert. C'est-à-dire nous nettoyons, mais nous mettons en place la méthode pédagogique et nous mettons aussi en place la sanction. C'est ce que je voulais préciser. Bien, je pense que, mesdames, messieurs, c'est un débat très intéressant sur l'environnement. Je dirais que c'est vrai que nous avons installé la CAR, je suis élu fondateur de cette CAR, où nous avons mis avec des collègues qui est ici présents le système, on a récupéré cette compétence-là. J'étais même dans la commission d'appel d'offres, où nous avons attribué aux entreprises pour faire l'enlèvement d'ordures ménagères déjà, et aussi des déchets blancs et des déchets verts. On a aussi éduqué la population par des dépliants, le tri sélectif. Quand on a distribué les poubelles, je m'en souviens très bien, les poubelles jaunes et les poubelles grises, disons. Et expliquer à la population comment faire. On a fait pendant une année, je dirais, des explications en ça. Je veux revenir dessus parce que des fois on a tendance à oublier. On avait même aussi pour les déchets verts. On a bien signalé, c'est tous les 2 jours et tous les
tous les 15 jours à peu près, on passe récupérer ces déchets-là. Et ça a dérapé, il faut le remarquer. Collègue Sébastien, depuis la nouvelle majorité, il faut savoir que ça a dérapé. Alors, je dirais aussi qu'à la décharge, que ces entreprises ont eu des difficultés au moment. Ça, je veux bien. On a mis en place le fameux Sinoval qu'on a mis au moule, qui n'est pas encore en fonctionnement. Mais je reviens sur le problème du civisme. Et ça, je rejoins tout à fait les collègues. Il faut savoir que la population ne respecte rien du tout. Ils se cachent. Il suffit qu'on ait un petit côté noir, sombre, de GDI pour monter à Wayo. C'est ça qui se passe. On ne peut pas, je dirais, mettre un gendarme ou un policier sur chaque carrefour. Je pense que nous devons nous ressaisir. Et je prends la balle au bon. Il faut aussi que la CAL prenne ses responsabilités parce qu'il faut savoir pendant 1 mois et demi, on n'a pas fait de ramassage d'ordures des déchets verts. Et c'est pour cela qu'on a eu ces problèmes dans des différents lotissements, notamment à Franche et Rielleux et consorts. C'est vrai que la semaine dernière, ils sont passés dans d'autres quartiers. Bien là, en tant que maire, effectivement, je vais me rapprocher de la CAL pour qu'on puisse régler cette situation. Et je veux qu'on règle cette situation. Nous sommes dans une commune balnéaire, et singulièrement la CAL, avec les 4 communes, Gauzier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade. Nous ne pouvons pas laisser comme ça salir l'embellissement. On doit rehausser la qualité de notre environnement. Ça, je suis d'accord à cela. Alors, chacun doit prendre ses responsabilités et nous devons avancer. Alors, je sais aussi que Madame Foumaji, vous êtes là? Bien, je sais qu'on a eu des actions. Je vous demande de donner des précisions pour ce que la CAL a fait ou ce que nous-mêmes, Ville de Sainte-Anne, nous avons fait la semaine dernière. Merci. Juste une précision à Madame Foumaji concernant les promesses de propreté. Mon cher ami Fritz, Monsieur Kirassier, il n'y a pas très longtemps, au conseil municipal, nous avions voté pour une soixantaine de corbeilles de propreté qui seront réparties sur la ville et réparties du territoire. Donc, je ne sais pas, je ne me souviens plus s'il y avait prévu pour Gissac, mais pour répondre à ce besoin que nos visiteurs, quand ils viennent, pour qu'ils puissent, qu'on puisse collecter leurs déchets. Donc, on avait voté ça au conseil municipal. Je ne sais pas à quel stade ça en est au niveau du marché, mais tout cela est en cours. À vous, Madame Foumaji. Madame Foumaji. Excusez-moi, monsieur le Président. Oui. Juste, monsieur le maire. Le président de séance. Voilà. Nous parlons de la CAL, mais il faut savoir qu'effectivement la compétence déchets est transférée au Sinoval. Le Sinoval a déjà commencé ses activités. Le personnel de la CAL, le personnel affecté à la déchetterie est déjà transféré, donc est déjà en mission au niveau de Sinoval. Voilà. Sinoval, l'usine de traitement, de valorisation et de traitement des